En octobre 2018, un Boeing 737 MAX 8 exploité par Lion Air s'est abîmé dans la mer de Java quelques minutes après le décollage. 5 mois plus tard, en mars 2019, le vol ET302 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé 6 minutes après avoir quitté Addis Abeba. 346 personnes ont péri. L'appareil a été cloué au sol dans le monde entier pendant des mois. Boeing a perdu des milliards. Les équipes d'ingénierie d'Everett, Renton et Charleston ont été retirées de tous les projets d'avenir et redirigées vers une mission unique. Sauver le MAX, sauver l'entreprise. Enfoui dans ce triage institutionnel se trouvait un concept que Boeing présentait activement aux compagnies aériennes depuis 2015. Le New Midsize Airplane. L'avion que l'industrie ne cessait d'appeler le 797. Depuis près d'une décennie, l'aviation commerciale a accepté une vérité douloureuse. Le milieu du marché, ce créneau lucratif entre les monocouloirs et les gros porteurs qui étaient autrefois dominés par les Boeing 757 et 767, appartient désormais à Airbus. La 321 Neo et la 321 XLR ont raflé des milliers de commandes. La géographie du carnet de commandes l'emporte toujours. En mai 2026, Bloomberg a rapporté que Boeing s'apprête à entamer l'année prochaine des études préparatoires formelles sur le 797, visant un lancement vers la fin de la décennie et une mise en service au milieu des années 2030. Mais voici ce qui n'a aucun sens. Boeing explore un avion à double couloir pour concurrencer un appareil monocouloir qu'Airbus livre déjà. Boeing vise un segment de marché qu'Airbus a déjà verrouillé avec des centaines de commandes fermes. Boeing engage des milliards en coûts de développement, tout en portant une dette nette de 54,1 milliards de dollars à la fin de 2025. Pourtant, chaque dirigeant d'Airbus, chaque motoriste, chaque planificateur de flotte des grandes compagnies aériennes regarde cette étude avec une attention intense. Mais alors, comment un concept retardé, sans moteur, sans conception et sans client de lancement, peut-il menacer un programme qui transporte déjà des passagers payants ? Pour comprendre pourquoi Boeing mise son avenir sur une étude n'ayant même pas encore officiellement commencé, il faut comprendre pourquoi le milieu du marché a été considéré comme impossible à desservir pendant si longtemps. Le segment se situe entre environ 220 et 270 sièges. Les routes s'étendent sur environ 3500 à 5000 milles nautiques, soit environ 6400 à 9300 km. Pensez aux liaisons transcontinentales aux États-Unis, aux vols transatlantiques vers des villes européennes secondaires ou aux connexions intra-asiatiques depuis des hubs secondaires. La physique était impitoyable. Les gros porteurs comme le 787 et l'A330 offraient du confort, mais transportaient trop de sièges et trop de poids structurel pour que les lignes à faible densité puissent être rentables. Les avions, capables de couvrir la distance confortablement, ne pouvaient pas remplir les sièges. Ceux capables de remplir les sièges ne pouvaient pas justifier les coûts de voyage. Le compromis semblait permanent. Boeing a autrefois dominé entièrement cet espace. Le 757, qui fut introduit au début des années 1980, est devenu la référence absolue pour les routes transcontinentales moyen courrier plus tard dans sa vie. Le 767 à double couloir se chargeait des missions à plus forte capacité. À eux deux, ils définissaient le segment. Puis Boeing a arrêté la production du 757 en 2004. La production du 767 passagers s'est éteinte plusieurs années après. L'entreprise a effectivement abandonné sa propre position dominante, pariant que le 737 MAX et le 787 Dreamliner couvriraient le territoire entre eux. Mais ce ne fut pas le cas. Un vide s'est ouvert dans la flotte mondiale, une opportunité de revenus de plusieurs milliards de dollars. Et Boeing n'avait rien à y vendre. Puis, en juin 2017, lors du salon du Bourget, Boeing a publiquement laissé entrevoir le concept NMA. L'entreprise a révélé qu'elle étudiait un fuselage en composite à section elliptique. Des discussions étaient déjà en cours avec plus de 50 compagnies aériennes. En février 2018, Boeing a fait appel à l'ingénieur chevronné Terry Bizold, figure clé des programmes 787 et 777X, pour diriger le développement du 797. Randy Tinsett, alors vice-président marketing de Boeing, a qualifié l'intérêt des compagnies aériennes de « très élevé ». Mais voilà, pendant que Boeing étudiait, Airbus agissait. En juin 2019, Airbus a officiellement lancé la 321 XLR.
Une variante de l'A321neo capable de transporter jusqu'à 244 passagers sur 4700 milles nautiques, soit environ 8700 km. Pas une conception entièrement nouvelle, une extension chirurgicale d'un appareil déjà en service. Puis tout s'est effondré. Les accidents du MAX sont survenus. L'immobilisation a accaparé les capacités d'ingénierie de Boeing. En janvier 2020, le nouveau PDG David Calhoun a mis le NMA sur la touche, déclarant que l'entreprise avait besoin de repartir d'une feuille blanche. Le 787 est devenu un fantôme. Ce à quoi Boeing est désormais confronté représente l'un des défis de conception les plus stratégiquement contraints de l'aviation commerciale moderne. L'A321XLR est entré en service en 2024 avec Iberia. Airbus a accumulé des centaines de commandes fermes. L'appareil partage les qualifications de type des pilotes, les procédures de maintenance et les pièces de rechange avec l'ensemble de la famille A320 déjà exploitée par pratiquement toutes les grandes compagnies aériennes de la planète. Boeing ne peut rivaliser avec un dérivé. Le 737 MAX 10, la plus grande variante du MAX, manque d'autonomie et de largeur de cabine pour concurrencer de manière crédible sur les lignes transatlantiques. Boeing doit donc construire quelque chose de nouveau, à partir d'une feuille blanche. Et c'est là où les calculs deviennent impitoyables. Un avion à double couloir pèse intrinsèquement plus qu'un avion à couloir unique de capacité passager équivalente. Fuselage plus large, train d'atterrissage plus lourd, davantage de renforcement structurel. La réponse de Boeing, selon le rapport de Bloomberg de mai 2026, c'est un fuselage tubulaire conventionnel doté d'ailes composites à envergure plus longue et hautement efficace, avec des extrémités d'ailes repliables dérivées du programme 777X. Une approche à moindre risque, des turboréacteurs à double flux carénés plutôt que des architectures radicales à rotor ouvert. Grâce à ce choix d'une architecture plus conventionnelle, Boeing réduit le risque de développement. En réduisant le risque de développement, il protège son bilan fragile. Et en protégeant son bilan, il rend le programme viable. Mais cela plafonne aussi les gains d'efficacité. Vous voyez, l'ensemble du dossier économique du 797 repose sur des moteurs qui n'existent pas encore complètement. Pour battre l'A321XLR sur le plan économique, Boeing a besoin d'une amélioration significative de la consommation de carburant par rapport aux moteurs de génération actuelle. Le candidat en tête, c'est le programme CFM RISE, une coentreprise entre GE Aerospace et Safran. RISE signifie Revolutionary Innovation for Sustainable Engines, innovation révolutionnaire pour des moteurs durables. La technologie pourrait reposer sur une architecture à soufflante ouverte, ce qui éliminerait la nacelle traditionnelle, puis permettrait des pales de soufflante atteignant jusqu'à 11 pieds de diamètre, soit près du double de celle du 737 MAX. Les gains promis sont spectaculaires. Plus de 20% de réduction de la consommation de carburant et des émissions de carbone par rapport aux moteurs de génération actuelle. Rolls-Royce avait précédemment retiré sa proposition concurrente Ultrafan en 2019, mais a désormais publiquement confirmé son intérêt pour un retour dans le segment des monocouloirs. Pratt & Whitney reste dans la conversation. La course à la propulsion est grande ouverte et celui qui la remportera façonnera l'économie du 797 pour les 30 prochaines années. Mais avant de s'engager dans quoi que ce soit, Boeing doit affronter une situation qu'aucun programme entièrement nouveau n'a jamais connue auparavant. Un effondrement de la crédibilité institutionnelle. En janvier 2024, le vol 1282 d'Alaska Airlines a subi l'arrachement d'un bouchon de porte en milieu de cabine sur un Boeing 737 MAX 9. La décompression rapide a terrifié les passagers et mis en lumière des défaillances catastrophiques du contrôle qualité chez Boeing et chez son principal fournisseur de fuselage, Spirit AeroSystems. La FAA avait plafonné la production du MAX à 38 appareils par mois, sans aucune augmentation, jusqu'à ce que Boeing prouve qu'il peut maintenir la qualité de ses produits. La trésorerie de Boeing s'est effondrée. Les conclusions remettaient en cause tout ce que Boeing avait affirmé sur ses réformes post-MAX. La discipline de fabrication n'avait pas été rétablie. La rigueur d'ingénierie restait compromise. Ce n'étaient pas des préoccupations théoriques, c'était des résultats mesurables. Les livraisons ont ainsi pris du retard.
Le programme 777X, l'autre grand effort de développement de Boeing, fit face à des retards de certification persistants qui continuent de monopoliser la bande passante d'ingénierie nécessaire pour le 797. Les vols de recherche, les études de marché, les échanges avec les compagnies aériennes, ces éléments démontraient tous quelque chose que l'industrie remettait en question depuis des années. Boeing sait ce qu'il doit construire. La question est de savoir s'il en est capable. L'importance de la stratégie 797 de Boeing tient à ce qu'un seul programme à l'étude peut changer dans les hypothèses de toute une industrie quant à l'avenir de Boeing. Considérons les mathématiques de la situation de Boeing. L'entreprise affiche désormais plus de 47 milliards de dollars de dette nette. Les coûts de développement du 797 pourraient se situer entre 15 et 25 milliards de dollars. Boeing doit générer un flux de trésorerie disponible globalement positif pour financer le programme tout en assurant le service de sa dette. Un avion commercial conçu à partir d'une feuille blanche nécessite généralement 6 à 7 ans entre le lancement officiel et la mise en service. Si Boeing lance le programme en 2027, l'entrée en service interviendra en 2033 ou 2034. Le successeur monocouloir du MAX, dont de nombreux analystes estiment que Boeing a en réalité plus urgemment besoin, se voit repoussé encore davantage dans le futur. Cela paraît irrationnel. Les avionneurs cherchent habituellement à optimiser leur réponse à la demande immédiate du marché. Airbus capte déjà des commandes pour des routes que le 797 ne desservira pas avant le milieu des années 2030. Selon tous les critères opérationnels, Boeing arrive en retard sur un marché peut-être déjà saturé. Voyez-vous, la stratégie 797 de Boeing ne cherche pas à concurrencer frontalement l'A321 XLR. Airbus continuera de dominer le segment monocouloir du marché intermédiaire tout au long de cette décennie. Les compagnies qui privilégient la communalité de flotte avec leurs opérations existantes sur A320 continueront de commander des XLR par centaines. Ce que Boeing fait avec l'étude du 797 est tout autre. Il crée une couche d'options stratégiques au-dessus de la bataille concurrentielle immédiate. Pour les compagnies aériennes qui exploitent de véritables routes longues et à faible densité, 7 à 10 heures dans une cabine monocouloir, la configuration bicouloir 232 du 797 offre quelque chose que la 321 XLR ne peut fondamentalement pas proposer. Sur 7 sièges par rangée, un seul est un siège central. 2 couloirs permettent un embarquement et un débarquement plus rapide. La technologie du fuselage composite autorise une altitude cabine plus basse et une humidité plus élevée, réduisant la fatigue et la déshydratation qui rendent les vols ultra longs en monocouloir si éprouvants. La rareté de cette capacité est précisément le point. Boeing ne cherche pas à dépasser Airbus en volume. Il cherche à définir un environnement d'exploitation premium que l'A321 XLR ne peut, par architecture, reproduire. La compagnie qui achète un 797 ne paie pas seulement pour de la capacité de transport. Elle paie pour une proposition d'expérience passager sur des missions où le confort monocouloir s'effondre. Elle paie pour exploiter des routes où un gros porteur complet n'est pas rentable, mais où un monocouloir devient insupportable. Le 797 se trouve au sommet d'une architecture stratégique soigneusement conçue pour le portefeuille commercial de Boeing. Le 737 MAX continue de desservir le marché à fort volume des courts et moyens courriers. Le 787 Dreamliner et le 777X assurent les longs courriers à grande capacité. Le 797 comble l'écart entre eux, tout en établissant simultanément les fondations d'ingénierie et de fabrication pour ce qui remplacera éventuellement le 737 MAX lui-même. L'accord syndical de Boeing avec l'IAM à la fin de 2024 a rendu cette architecture explicite. Suite à une grève de 53 jours menée par John Holden, président du district 751 de l'IAM, Boeing s'est engagé contractuellement à construire son prochain nouvel avion dans les régions de Puget Sound et de Portland. Les travailleurs ont ratifié une augmentation salariale de 38% sur 4 ans. Holden a déclaré « Nous avons besoin d'emplois pour 50 ans, pas pour 4 ans ». Le 797 ne génère pas seulement des revenus liés aux avions. Il ancre l'ensemble de la base manufacturière du Nord-Ouest Pacifique, valide la capacité d'ingénierie de Boeing après une décennie d'échecs et signale aux compagnies aériennes que l'entreprise demeure un partenaire crédible à long terme pour la planification de leur flotte.
La plupart des concurrents ne peuvent pas reproduire immédiatement la stratégie du 797 de Boeing. Airbus ne peut pas facilement construire un appareil à double couloir de taille similaire sans cannibaliser son programme de l'A330neo. L'A330-800, le plus petit gros porteur Airbus actuel, comporte trop de sièges et trop de poids pour la véritable mission du milieu du marché. Rallonger davantage l'A321 se heurte aux limites de la voiture et du train d'atterrissage, déjà poussés à leur maximum structurel avec le XLR. La disponibilité des moteurs constitue un autre obstacle. La technologie CFM Rise, qu'elle soit en configuration à rotor ouvert ou caréné, nécessite des années d'essais et de certification. Sa maturation s'étendra jusqu'au début des années 2030. Aucun constructeur tierce ne peut proposer un appareil concurrent sans résoudre le même problème de propulsion. La géométrie industrielle ne favorise pas une entrée rapide de nouveaux acteurs. Le chinois Comac développe le gros porteur C929. Mais les échéances s'étendent bien au-delà des années 2030 et la certification occidentale reste incertaine. Embraer dispose des capacités d'ingénierie mais manque d'envergure capitalistique. La proposition de valeur géographique fonctionne le mieux sur les routes reliant des marchés trop éloignés pour un service confortable en monocouloir, mais trop peu dense pour rentabiliser un gros porteur complet. Les villes secondaires de l'Atlantique Nord. Les vols transpacifiques entre les plateformes de la côte ouest et les villes secondaires asiatiques. Les routes longues et peu fréquentées d'Amérique latine. Pourtant, chaque constructeur aéronautique et chaque planificateur de compagnie aérienne doit désormais tenir compte de ce que Boeing signale. L'hypothèse selon laquelle le milieu de marché aurait définitivement été cédé à Airbus n'est plus absolue. L'hypothèse selon laquelle les crises institutionnelles de Boeing excluent un développement en feuille blanche est désormais discutable. L'hypothèse selon laquelle l'allongement des monocouloirs définit le plafond du segment devient vulnérable si Boeing livre une alternative à double couloir avec une économie compétitive. Airbus a bâti sa domination sur l'avantage du premier entrant avec l'A321 XLR. Cet avantage devient moins durable lorsqu'une alternative à double couloir entre en service au milieu des années 2030 avec une technologie moteur qui n'existait pas lorsque le XLR a été conçu. Les routes qui exigent aujourd'hui le compromis de l'A321 XLR pourraient ne plus l'exiger demain. La course à la maturation des moteurs de nouvelle génération et au développement de propulsion concurrente s'accélère précisément parce que les constructeurs reconnaissent que celui qui remportera la course au moteur façonnera toute la prochaine génération de l'aviation commerciale. Un programme à l'étude ne génère pas de commandes à grande échelle. Il génère un positionnement stratégique. En 2019, Boeing a mis le NMA en veilleuse parce qu'il n'y avait pas d'alternative. La crise du MAX nécessitait chaque ingénieur, chaque dollar, chaque heure de direction. Le programme relevait du triage, non de la stratégie. 7 ans plus tard, la reprise des études du 797 représente exactement l'inverse. Non pas un compromis qui est imposé par les circonstances, un choix délibéré de construire quelque chose qui n'existait pas, de prouver que l'absence de Boeing sur le marché intermédiaire n'est plus définitive. Lorsque la première équipe d'études du 797 se réunira officiellement, elle poursuivra un travail qui a nécessité plus de 80 ans d'héritage d'ingénierie Boeing pour donner naissance à des produits crédibles. Une poignée d'études, un pari unique sur la propulsion et une portée de marché initiale limitée. La preuve que parfois, les changements les plus significatifs dans l'aviation commerciale ne nécessitent pas un lancement immédiat. Parfois, ils exigent de la conviction, la volonté d'engager des milliards dans une vision sur plusieurs décennies et le pari que la manière dont les compagnies aériennes vivent le segment intermédiaire du marché compte autant que le segment lui-même. Maintenant, avant de partir, l'algorithme YouTube pense que vous allez aimer cette vidéo ensuite. Alors pourquoi ne pas aller la voir ?